Avant que l'épisode ne commence, j'ai une information importante à vous communiquer. Je suis présentement en train de créer mon accompagnement naturopathique afin de vous aider à optimiser votre bien-être grâce à des ressources naturelles. Pour cela, j'ai créé un formulaire Google. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour le remplir, cela me permettra de développer l'accompagnement en santé que vous méritez, car adapté à vos besoins. Je vous remercie grandement par avance et le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes à la recherche de solutions naturelles pour mieux vivre avec Parkinson. Je suis Tiffany Rossato, naturopathe aromathérapeute en voie de certification et créatrice du premier podcast francophone dédié à la maladie de Parkinson au naturel. Une fois par mois, seul ou accompagné d'invités, je vous donne rendez-vous pour vous partager mes connaissances de naturopathe, donner la parole aux personnes atteintes, à leur entourage, ainsi qu'aux professionnels du bien-être et de la santé globale. À travers des conversations intimes et authentiques, ma mission avec ce podcast est d'explorer la réalité de la vie avec Parkinson et vous offrir des ressources pour prendre soin de vous naturellement. Informer, inspirer, partager des histoires de vie, des moments de joie et vous accompagner pour mieux vivre avec Parkinson au naturel, voici ce que vous aurez la chance de découvrir au fil des épisodes. Maintenant, à l'antenne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur votre podcast Mieux vivre avec Parkinson au naturel. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma toute première invitée. Avec le format interview, je vais à la rencontre des warriors qui cohabitent avec la maladie de Parkinson, leur entourage, mais aussi les professionnels du bien-être et de la santé globale. Ma mission est, entre autres, d'explorer avec eux la réalité de la vie avec Parkinson. En cette journée mondiale Parkinson 2024, nous avons choisi, avec mon invité, de vous parler de l'annonce du diagnostic. Comment les premiers symptômes sont apparus, à quel âge, comment est-ce que l'on vit cela dans son corps, dans son mental, avec son entourage, mais aussi quel chemin d'acceptation on choisit de marcher. Aujourd'hui, c'est Véronique que j'accueille. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous préciser que cette première interview est symbolique puisque Véronique, c'est ma sœur que j'admire beaucoup pour son parcours. Elle a souhaité aujourd'hui vous livrer son témoignage. Je la remercie beaucoup pour sa présence. Elle vous donnera humblement quelques conseils en fin d'épisode si cela peut vous être utile ou tout simplement vous inspirer. Bienvenue à toi, Véronique. Merci pour ton invitation et merci pour ton implication. Ça me fait plaisir. Alors, en préparant l'épisode, je t'ai demandé s'il y avait une façon particulière avec laquelle tu aimerais en partie te présenter et tu m'as parlé du questionnaire de Proust. Je ne le connaissais pas du tout, donc j'ai fait mes petites recherches. En fait, c'est un questionnaire qui date de 1886 et qui est donc devenu célèbre, vous vous en douterez, grâce aux réponses que Marcel Proust lui a données. On a donc sélectionné quelques questions qui va vous permettre, vous, chers auditeurs, de découvrir Véronique de manière intime et authentique. Allez, c'est parti. Alors, la première question, quel est ton principal trait de caractère, Véronique? L'optimisme, je suis très optimiste. D'accord. Ensuite, quelle est la qualité que tu préfères chez les hommes? L'attention. Ok. Quel est ton principal défaut? L'impatience. D'accord. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur humour. J'aime leur humour décalé quand on a le même humour avec des gens que je rencontre pour la première fois. Si ça marche tout de suite sur les mêmes films débiles, si on a les mêmes références, les mêmes éclats de rire, en général, c'est que ça matche bien et c'est ce que j'apprécie le plus chez mes amis, leur bonne humeur et leur humour. Super. Ouais, effectivement, hein, le rire, l'humour, l'autodérision, souvent, c'est des bons indicateurs, dans l'amitié. Ton rêve de bonheur? Vieillir en paix avec mon amoureux. Chouette.
Ta couleur préférée? Le bleu. Ah, quels sont tes héros dans la vie réelle? Eh bien, mon mari et mes 2 sœurs. Super. La faute qui t'inspire le plus d'indulgence? Eh bien, je dirais en dépit par dépit que j'ai pas le choix, ce serait le retard, puisque je suis toujours en retard. Donc je pense que je peux être indulgente avec les autres, même si en fait, quand j'attends quelqu'un qui n'est pas à l'heure, ça m'agace au plus haut point, mais je peux pas le dire, parce que ce serait pas honnête. Donc voilà, le retard. OK. Il nous reste 2 questions avant de poursuivre ta présentation un petit peu plus personnelle. Tes poètes préférés? Pierre de Ronsard, Rimbaud et Verlaine. De chouettes poètes, effectivement. Et ensuite, tes héroïnes favorites dans la fiction? Alors, j'ai longtemps cherché, des héroïnes de fiction. J'ai pensé aux dessins animés, aux films, aux séries. Et je me suis souvenue d'une série que je regarde, enfin d'un téléfilm que je regardais quand j'étais jeune. Ça fait peut-être un peu l'eau de rose, mais c'était Angélique Marquise des Anges. Elle a bravé tous les dangers, toutes les guerres, toutes les épreuves pour retrouver son mari adoré. Et pour moi, c'était une femme forte et magnifiquement belle. Et pour moi, voilà, dans la fiction, mon héroïne, ouais, c'est Angélique Marquise des Anges. Super, merci. Avant de te laisser un petit peu poursuivre ta présentation, il se peut que vous entendiez des petits miaulements. Ne vous inquiétez pas, c'est, mon chat Gazuma que je vous avais, présenté dans l'épisode 0 et qui manifestement est très intéressé, par, ma première interview. Donc voilà, il manifeste sa présence, à sa manière, donc je suis désolée si vous l'entendez, par moments, miauler. Alors merci Véronique, je vais te laisser poursuivre, ta présentation. En tout cas, on a déjà une bonne idée de la personne que tu es à travers, ces questionnaires de Marcel Proust. C'était, très sympathique. Je te laisse poursuivre ta présentation plus personnelle, pour que nos auditeurs puissent, savoir qui tu es. Eh bien, je m'appelle Véronique, j'ai 48 ans, parkinsonienne depuis 5 ans. Je vis dans le centre de la France avec mon seul et unique amour, Christophe. Nous sommes ensemble depuis 1990, mariés en 97. Et en 2022, pour nos 25 ans de mariage, eh bien, on s'est remariés. On a renouvelé nos vœux. Nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas eu d'enfants par choix. On n'en a jamais vraiment désiré. On a toujours voulu être la priorité de l'autre. Mais nous avons un chat, Darius, depuis 16 ans, qui fait partie de la famille. J'ai 2 petites sœurs et un petit frère. Et voilà, quoi dire d'autre. Bah, c'est super, merci. Merci pour cette présentation. Est-ce que c'est OK pour toi si on plonge, dans le sujet, de l'épisode qui est donc, l'annonce du diagnostic? Parfait. Est-ce que tu peux nous partager comment sont apparus les premiers symptômes ou en tout cas ce qui a motivé ta consultation, chez ton médecin, Véronique? Eh bien, j'avais 43 ans, c'était en 2019. Et en fait, j'ai déjà d'autres problèmes de santé qu'on détaillera peut-être plus tard. Mais un de mes soucis de santé, c'est de douleurs articulaires. C'était en pause depuis quelques temps et là, c'était revenu. Enfin, je pensais que c'était revenu. J'avais très mal au côté droit. Les douleurs initiales, c'était surtout des douleurs inflammatoires. Mais là, ça ressemblait pas à ce que j'avais l'habitude d'avoir comme douleur. C'était plutôt un alourdissement des membres. Parce que quand on est une femme, on sait ce que c'est un peu la douleur. Surtout quand on est sujette à des maladies, on connaît son corps, les douleurs, on les apprivoise même au fur et à mesure. Et celles-là, je ne les connaissais pas. Elles étaient plutôt... Je ne savais pas mettre de mots. Je me disais, mais non, t'inquiète pas, ça doit être tes douleurs qui reviennent. Et en fait, je sentais tout mon côté droit qui s'alourdissait, un ralentissement général.
J'avais la jambe droite qui tremblotait quand je me maquillais. J'avais des difficultés à écrire et je marchais de plus en plus lentement. Et j'avais même dit à Christophe, mon mari, j'ai l'impression que tout le côté droit de mon corps se meurt petit à petit. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin. J'avais besoin de voir un nouveau rhumatologue, pensant que c'était les symptômes de l'autre maladie qui revenaient. Et en m'écoutant, il m'a proposé de me faire un petit test clinique dans son cabinet. Donc il m'a fait marcher, il a tapoté du doigt entre mes deux yeux. Il a fait d'autres choses, mais c'est tout ce dont je me souviens. Et là, il m'a fait asseoir en me disant, écoutez, d'après ce que vous me décrivez, ça n'a aucun lien avec ce que vous avez déjà comme pathologie. Ne vous inquiétez pas, n'allez pas chercher sur le net ce soir, mais je pense qu'il s'agit d'un syndrome parkinsonien. Et là, c'est le choc. Enfin, je ne sais pas pourquoi, je lui ai répondu déjà. Enfin voilà, j'étais surprise et en même temps, je sais que la maladie de Parkinson, c'est des problèmes neurologiques et ça répondait à mes questions. Les symptômes que j'avais, ils étaient effectivement neurologiques et pas squelettiques ni musculaires. Et donc voilà, il m'annonce ça et donc je vois un neurologue 48 heures plus tard et qui confirme en me voyant arriver tout de suite ma démarche, ma lenteur, qui confirme le syndrome parkinsonien. Donc là, si je comprends bien, donc tu avais en fait, ressenti, remarqué des nouvelles douleurs qui n'étaient pas, celles que tu connaissais. Comme tu disais, effectivement, malheureusement, il y a des douleurs qu'on apprivoise. Tu vas chez ton médecin traitant qui te fait, donc plusieurs examens cliniques, notamment, celui dont tu te rappelles, et là, il te réfère à un neurologue. Oui, Est-ce qu'il te demande de voir ce neurologue rapidement? oui, je le vois 48 heures après ce rendez-vous avec mon médecin traitant. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé avec le neurologue et quels examens il t'a fait faire? Est-ce qu'il y a eu des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic? Le neurologue, quand il m'a vu arriver, il m'a regardé marcher. J'ai vu qu'il me regardait marcher. Il m'a regardé me mouvoir, m'asseoir. Il m'a dit que, enfin, voilà, il savait, il avait reçu le courrier, l'appel téléphonique de mon médecin. Il savait pourquoi je venais. Et il m'a dit effectivement, je confirme en vous voyant arriver qu'il y a un syndrome parkinsonien chez vous. Alors à savoir lequel. Donc il m'a parlé de la pyramide des symptômes des syndromes parkinsoniens. Donc il y a plusieurs degrés de ce que j'avais compris. Et la maladie de Parkinson est la moins pire. La moins pire. La moins. Ouais, la moins pire. Donc, pour confirmer tous ces diagnostics, il m'a envoyé faire une tomoscintigraphie. C'est l'examen du DAT scan, dont tout le monde parle sur les réseaux concernant la maladie de Parkinson, et une IRM de l'encéphale. Donc, qui ont confirmé les diagnostics posés par les médecins. D'accord. Je réfère les auditeurs à, si tu es d'accord, à l'épisode que j'avais fait sur la maladie de Parkinson, qui expliquait justement pourquoi ces examens complémentaires pour aller vérifier cette fameuse substance noire avec les neurones à dopamine. Mais donc effectivement, les, euh, les neurologues font un examen clinique et puis après on va confirmer avec des examens complémentaires. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais eu d'autres maladies avant ce diagnostic. Tu voudrais nous dire un petit peu lesquelles et voir quel lien ou quel sens tu mets dessus. Nous, en général, en naturopathie, ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle un terrain inflammatoire. Et souvent, quand il y a des maladies chroniques comme ça, qui se déclarent, il y a effectivement, oui, quand on recherche des antécédents. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce qu'il en était pour toi? Oui, alors, donc j'ai la maladie de Basedow qui touche la thyroïde. Donc j'ai dû subir une ablation de la thyroïde par voie axillaire.
J'ai répondu au traitement au départ, et puis après deux, deux, deux stades de traitement, ça ne fonctionnait plus. J'avais des nodules partout. Donc, on a dû retirer la thyroïde. Donc, ça va beaucoup mieux depuis, hein. Ça a été un grand changement. Et ensuite, l'autre maladie dont je parlais tout à l'heure, à laquelle j'assimilais Parkinson, c'est le syndrome de SAPHO. Alors, SAPHO, c'est un acronyme, ça s'écrit SAPHO. Ça signifie synovite, acné, pustulose, hyperostose et ostéite. Et en fait, c'est la combinaison de ces cinq pathologies en fait, qui font cette maladie, ce syndrome, qui est très peu courant. Euh, pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. Et ça se manifeste surtout par des inflammations de la peau, du squelette et des cartilages. Ouais, effectivement, quand tu dis que c'est rare, hein, effectivement, alors on dit que c'est une affection et qui est même considérée en fait comme une maladie orpheline. Si je me trompe pas, c'est dans les années 90, 90, oui, c'est un rhumatologue français qui a créé cet acronyme avec les différentes affections que tu as citées. Et il me semble que c'est en France une personne pour 10 000 qui a, qui a cette affection. Donc effectivement, c'est pas fréquent. Et la maladie de base d'eau dont tu parlais aussi tout à l'heure, ça par contre, c'est reconnu comme une maladie auto-immune, hein. C'est les auto-anticorps des antirécepteurs de la TSH, qui est une des hormones thyroïdiennes, qui va attaquer, entre guillemets, la thyroïde. Il n'y a pas de traitement. J'avais des anti-inflammatoires assez forte dose, constamment en fait, qui m'obligeait à prendre d'autres médicaments pour protéger l'estomac. Et en fait, moi, mes douleurs étaient par crise, en fait, c'était pas constant. Donc, avec le rhumatologue, on avait décidé de ne prendre que des anti-inflammatoires un peu plus puissants qu'en cas de crise, et pas continuellement. Parce que sinon, enfin, ça servait à rien le reste du temps. Et là, ce syndrome de Sapho était en dormance depuis quelques temps. Je pensais qu'il se réveillait, et en fait, non, c'était Parkinson. D'accord. Aujourd'hui, quel suivi tu as et à quelle fréquence? Alors, je vois mon neurologue tous les 4 mois. Je fais de la kinésithérapie 2 à 3 fois par semaine. Et là, je viens d'être contactée par le centre Compétences Parkinson de ma région. Et j'ai rencontré le neurochirurgien. Et bah, tu vas apprendre la nouvelle en même temps, parce que j'ai eu l'info tout à l'heure. Je suis convoquée le 10 juin à l'hôpital pour être hospitalisée, pour passer le bilan, pour savoir si je suis éligible ou pas à la neurostimulation. D'accord. Donc là, on est resté un petit peu sur les faits. Tu nous as expliqué, hein, comment ça s'est passé. Tu es allé voir ton médecin qui déjà t'a dit, écoutez, voilà, n'allez pas regarder sur Internet. D'ailleurs, petite parenthèse au passage, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est important euh, de préciser que tu as cette chance, entre guillemets, d'avoir un médecin qui est quand même très présent et très à l'écoute et qui te prend en charge. Donc voilà, ton médecin traitant te dit déjà, voilà, je pense à un problème neurologique. Tu vas rapidement, donc dans les 48 heures après, voir le neurologue, tu fais les examens. Donc là, ça y est, tu as la confirmation. Oui, en 10 jours, c'était confirmé. Et donc là, le diagnostic est confirmé. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi à l'annonce et à la confirmation du diagnostic que tu sentais peut-être un petit peu en toi, hein, quand tu as dit déjà, puisque tu nous as expliqué sur ces douleurs que tu trouvais qu'elles n'étaient pas habituelles ou en tout cas nouvelles. Alors, j'aurais jamais pensé à la maladie de Parkinson, parce que pour moi, comme beaucoup de gens, c'était assimilé aux personnes du troisième âge. J'avais bien ressenti que c'était neurologique,
Mais je voulais pas, je me disais, ne t'invente pas d'autres maladies, t'en as assez comme ça, n'aie pas peur, ça va aller. Mais de là à ce qu'on m'annonce la maladie de Parkinson, même si je ne connais personne d'atteint dans mon entourage et que c'est pas une maladie dont on parle tous les jours, je savais de quoi il s'agissait. Donc à cette annonce, oui, ça a été un choc. Ça a été un choc et bah, je n'ai pas compris en fait. C'était très dur. Euh, c'est ouais, très dur à avaler comme diagnostic. On espère qu'il se trompe quand on fait les examens, mais au fond, on sait, quand on ressent ce qu'on ressent, on comprend que c'est ça en fait, que le diagnostic qui est posé, c'est pas autre chose. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on dit ou c'est ce que les personnes expliquent. Puis tu me diras si ça te parle. Quand on a une annonce ou quand on vit une émotion aussi importante, il y a un peu une forme de sidération qui se crée. On entend, on entend ce qu'on nous dit, mais on a du mal à réagir ou on comprend pas ou on est un petit peu figé. Est-ce que tu as ressenti cela? Ben, moi, je me disais, c'est pas possible, ils se trompent. Puis en même temps, je me disais, ils sont pas bêtes, quoi. Enfin, ils peuvent pas m'annoncer ça comme ça si. Enfin voilà, mais ouais, j'étais sidérée, j'étais en colère, j'étais. Ouais, c'est vraiment de l'incompréhension totale. Je... Il y a un vide qui se crée et on comprend pas pourquoi. Est-ce que tu t'es demandé comment l'annoncer à tes proches, à ton entourage? Ça a été très dur, c'est encore très dur aujourd'hui d'en parler. Ça me fait beaucoup de mal en fait. Ça m'a fait beaucoup de mal de leur annoncer ça. J'ai même pensé à un moment le cacher, mais au bout de 2-3 minutes, tu te dis, c'est complètement débile, tu peux pas cacher ça. Ça me fait beaucoup de mal parce que la peine que je leur cause, en fait, c'est ça qui me fait le plus de peine. Voir dans leur regard le chagrin que je leur cause et leur, euh, leur impuissance pour moi. Mais en même temps, même si l'annonce était difficile, j'ai tout de suite été très soutenue, très entourée. Et d'ailleurs, tu es venu moins d'un mois après, tu as quitté ton Canada pour me rejoindre. Mais ouais, l'annonce était difficile et c'est toujours difficile aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi, je suis émotive. Ben non, non, il n'y a pas de souci. Je pense qu'au contraire, beaucoup de personnes se reconnaîtront. Et si tu le permets, c'est des échanges qu'on a déjà beaucoup eus en off, toi et moi, où on expliquait hein, qu'effectivement, la maladie s'installe dans le corps de la personne qui reçoit le diagnostic, mais elle s'installe aussi dans l'entourage, avec les proches. Est-ce que tu veux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, bah c'est ce qui fait mal en fait. C'est que toi, tu es touché et tu vois que ça touche les gens que tu aimes. Donc, parce que ça a une répercussion forcément sur la vie de famille, sur le couple. Et tu sais que, ben voilà, c'est par ta faute, entre guillemets, c'est par ton état que tu vas causer du souci à l'autre. Et en même temps, ce qui, ce que moi j'ai envie de relever, oui, il y a des choses qui ne sont plus comme avant, mais en même temps, il y a des nouvelles choses aussi. Je pense qu'il y a du positif à mettre en évidence là-dedans et, et, et ne pas s'arrêter sur la culpabilité. Hein. C'est ça qu'on lit un petit peu en filigrane que toi tu peux ressentir et que du coup, peut-être d'autres personnes qui nous écouteront pourront ressentir. Alors que voilà, je pense que des fois, de simplement dire que personne n'est coupable et qu'on est là ensemble et qu'on avance, ça change. Oui, ça change, effectivement, ça change les relations, ça change la personne, mais je pense qu'il y a quelque chose de beau aussi à construire. Euh,
puisque c'est pareil, on en parle souvent, tu ne te définis pas, enfin, tu n'es pas que la maladie de Parkinson, tu es bien plus que ça. D'ailleurs, je pense que tu as une belle expression, Dans l'acceptation de Parkinson. Oui, Parkinson, c'est quelqu'un qui s'invite chez toi et qui paye pas le loyer, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, cela va faire 5 ans que tu cohabites avec Parkinson. Est-ce que tu dirais que tu as accepté la maladie? Si oui, quelle différence, tu notes, par rapport à il y a 5 ans, ou est-ce que c'est toujours un work in progress? Alors, j'ai accepté, oui et non. En fait, j'accepte la maladie parce qu'elle est là, parce que j'ai pas le choix. Mais je n'accepte pas Parkinson, en fait. C'est un peu bizarre. Je sais que j'ai pas le choix. C'est comme, je- j'ai imaginé on est sur un chemin, on trouve un sac à dos et on est obligé de le prendre. On vous dit soit vous prenez le sac à dos et vous continuez votre vie, soit vous arrêtez là. Donc, ben, moi, on m'a déposé un sac à dos et dans le sac à dos, il y a Parkinson. Donc, je suis obligée de continuer avec. Sauf que moi, ce sac, ben, je le porte, mais j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai pas envie de le regarder, j'ai pas envie de m'en occuper. En fait, il est là, je cohabite avec lui, mais voilà. Donc, j'accepte parce que j'ai pas le choix. Donc, je fais en sorte de m'occuper de moi, de prendre mon traitement et quand ça va pas, en parler avec mon médecin et ajuster. Mais j'accepte pas Parkinson, je l'accepterai jamais. Ce que tu dis, ça me fait penser à une phrase, tu me diras si tu traduit si ça traduit, pardon, ta pensée. Je ne sais d'ailleurs plus, qui, pour être tout à fait honnête, l'a dit, mais la phrase en substance dit, «Accepter le diagnostic ne signifie pas accepter le pronostic». Tout à fait. C'est tout à fait, t'as mis le... c'est exactement ça. J'accepte parce qu'il faut avancer, mais je lui laisse pas, je lui laisse le moins, enfin j'essaye de lui laisser le moins de place possible, même s'il est très fort. Mais voilà, j'avance avec lui, mais voilà. Ouais, finalement, c'est plus une forme de résilience que de lutte, en fait, hein. C'est ça. C'est, OK, je sais que tu es là, heu, c'est ça. Donc effectivement, j'ai accepté le diagnostic, mais par contre, je continue et si moi je le veux, si moi je le décide, j'accepte pas le pronostic. C'est ça. C'est pour ça que je dis que vous êtes des warriors, quand même. Des warriors résilients. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à en parler facilement, à mettre peut-être de l'autodérision, de l'humour? Souvent on dit que l'humour aide beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose... Voilà, est-ce que tu arrives à en parler facilement? J'ai jamais eu de problème pour en parler. J'en ai toujours parlé facilement aux gens qui se posent des questions, aux gens qui me connaissent pas quand j'arrive dans une nouvelle soirée et que je sais qu'il y a un moment où je vais être ralentie ou autre. Je préfère l'expliquer tout de suite plutôt que enfin, d'avoir des regards de plein de questions. J'ai jamais eu de problème pour en parler. Après, oui, j'en rigole parfois parce qu'il faut bien avoir un peu d'autodérision. J'aime bien faire la blague à mes amis quand on est en voiture, leur demander s'ils n'ont pas peur de conduire avec d'être qu'au volant ce soit une parkinsonienne et je fais trembler mon volant. Donc ça les fait rire, mais je vois souvent une main qui s'attache à la poignée après. Ou quand je porte un plateau de verre en leur disant attention parkinsonienne en service, et je fais trembler les verres sur le plateau. Enfin voilà, des petites blagues comme ça. Super. Euh, mais non, j'ai pas de mal, moi, j'ai pas de difficulté à en parler. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter si tu as fait des recherches, contacté des associations pour avoir de l'aide, du soutien? Alors au début, j'ai contacté France Parkinson. Je suis tombée sur une dame très gentille qui m'a expliqué un peu qu'il y avait des rencontres mensuelles et qui m'a invitée au prochain après-midi dansant
au sein de l'association et qui m'a envoyé la documentation et la carte de Parkinson. Mais en parlant un peu avec elle, j'ai bien vite compris que c'était une association qui regroupait des Parkinsoniens d'un certain âge avec la pathologie bien avancée. Je sais qu'il existe des cafés jeunes Parkinson un peu partout en France, mais que ce soit jeune Parkinson ou vieux Parkinson, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est que je n'ai pas envie d'être confrontée à des gens qui ont des symptômes que je n'ai pas et que j'aurais peut-être. Je n'ai pas envie de voir à quoi je vais ressembler quand j'aurai quelques années de plus. J'ai pas envie de voir ça en fait. Il y en a qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Je sais que c'est une maladie neurodégénérative. Chacun avance à son rythme, enfin à son rythme, au rythme de Parkinson un petit peu. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir des images dans la tête, des symptômes qui traîneraient à arriver. Enfin voilà, je préfère avancer pas à pas. Et quand une nouveauté arrivera, ben, j'en parlerai avec mon médecin et on verra comment, comment on analyse ça et comment on supporte ça. Oui, je te remercie pour ton partage, Véronique, parce que le but aussi de cette interview que je voulais faire avec toi, qu'on voulait faire ensemble, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que c'est important de mettre en place les choses en fait dont on a besoin et qui nous parlent ou que nos proches peuvent nous conseiller. Et autant, et je le sais pour en avoir discuté avec toi, pour autant, tu trouves que les associations, voilà, sont importantes et peuvent aider. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident, en fait, comme tu le dis, en fait, toi, et puis aujourd'hui, t'en es rendu là dans ta vie. Peut-être que du coup, demain, tu auras un autre besoin et tu les contacteras. Est-ce que tu peux nous en dire plus, effectivement, un petit peu par rapport à ça? Non, non, bien sûr, je suis c'est ma décision, c'est comme ça que j'avance aujourd'hui. Mais je salue ces associations, tous ces groupes. Je suis inscrite de toute façon sur des forums, sur des groupes de discussion. J'y vais de temps en temps en regardant un peu loin parce que j'ai toujours peur de tomber sur une information qui me ferait peur. Mais je les soutiens, je souhaite qu'elles continuent, qu'elles aident les gens qui en ont besoin. J'en aurai peut-être besoin moi dans 6 mois, peut-être que j'aurai un discours tout à fait différent et que je serai pendue au téléphone avec eux tous les jours, j'en sais rien. En tout cas, c'est mon choix aujourd'hui. J'ai pas, je préfère continuer à, à- à avancer tranquillement et sans avoir d'image qui pourrait me déstabiliser en fait. Ouais. Mais non, non, je salue les associations, elles sont nécessaires et elles font un travail magnifique. Et c'est ça, hein, c'est vraiment s'écouter, se respecter, de quoi est-ce qu'on a besoin. Et puis, bah, là, je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse, mais moi, l'envie, d'avoir créé ce podcast, c'est parce que aussi, on va se dire les vraies choses. Parfois, c'est pas évident aussi de parler en direct avec quelqu'un au téléphone ou comme tu le dis, de voir des personnes. C'est pas toujours évident non plus d'être derrière un écran d'ordinateur à regarder, ou à lire des articles ou aller chercher des informations et du coup, enfin voilà, la naissance de ce podcast, c'était aussi de se dire, bah, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, moi je suis persuadée que ton témoignage, va inspirer, va faire du bien. Il y a certainement des gens qui vont se reconnaître dedans et c'est aussi ça en fait, voilà, de s'écouter, d'y aller à son rythme, et de voir en fait de quoi on a besoin et de se dire que cela peut évoluer. Que nos besoins qu'on a aujourd'hui ou que, le processus d'acceptation dans lequel on est rentré, il va continuer à évoluer. Mais voilà, on voulait saluer, et reconnaître aussi, l'importance, de voilà, de ces associations et du travail de dingue qu'elles font. On a parlé là à chaque fois, je sais jamais si c'est France Parkinson ou Parkinson France. Parkinson France. C'est pareil ici au Québec, il y a, Parkinson Québec. Du coup, j'ai un doute maintenant. Vous m'excuserez, j'inverse les noms en tout cas, c'est France Parkinson, je crois, enfin, c'est ça?
Et pour le coup, il me semble que c'est Parkinson Canada, où, vous pouvez vraiment trouver, voilà, plein de belles ressources et hem et voilà. Ah oui, le regard, des gens. Est-ce que, tu as eu, des regards ou des questions, par rapport au changement? Alors, des échanges un peu bizarres parfois avec des réactions, les gens en général sont assez empathiques, hein, sont tristes pour moi, me posent des questions et sont désolés pour moi. Mais il y a eu des réactions un peu bizarres. J'ai eu des réflexions du genre Parkinson, ah ben on sait comment ça se termine, hein. Ou j'ai eu des gens, un monsieur avec qui je discutais dans une salle d'attente de la kinésithérapeute, qui me raconte pourquoi il est venu, parce qu'il s'est fait mal, parce que voilà, nanana. Et il me dit, bah, vous êtes bien jeune, vous ne devez pas avoir grand-chose. Donc je lui dis que j'ai la maladie de Parkinson. Et là, il a baissé la tête et il s'est retourné. J'ai pas compris. Non, non, globalement, les gens sont très empathiques. Les gens sont très gentils. Ils prennent quand je travaillais encore, j'avais des clients qui venaient me voir toutes les semaines juste pour prendre de mes nouvelles. Donc il y avait des gens très gentils. Euh, et après, la question, c'était le changement. Excuse-moi. Oui, quel changement, tu avais pu, noter? Le changement que j'ai vécu, bah, j'ai dû arrêter de travailler au bout de 2 ans. À l'annonce du diagnostic, je me suis mise en mi-temps thérapeutique. Euh, et ça devenait compliqué en fait. Ça devenait compliqué, même les horaires. C'était assez difficile en fait d'être à l'heure au travail, de pouvoir assumer mes tâches. J'avais des problèmes de concentration, d'assimilation des choses. Et j'étais plus à 100% au travail comme j'avais pu l'être durant toutes mes années professionnelles. Et, euh, et tu peux pas demander à ton employeur de dire bah, je viendrai peut-être à 9 heures, peut-être à 10 heures, ça dépendra de mon état. Et, euh, et puis des difficultés toujours, des ralentissements parfois dans la journée. Donc, et puis oui, cette sensation de ne plus faire son travail comme il faut. Et pas une sensation, c'est la réalité parce que on n'assimile plus et puis il y a toujours ces questionnements. Et, euh, et les changements, bah, c'est que du coup, je me suis mis au bricolage intensif. Euh, bah, Je vais rebondir déjà par rapport à ce que tu nous as partagé, je te remercie. C'est vrai qu'on a tendance en fait à associer à la maladie de Parkinson avec les symptômes moteurs ou les symptômes visibles. Donc le ralentissement, la difficulté à marcher, la rigidité, ce qu'on appelle, hein, les dyskinésies, qu'on peut aussi avoir. Tout le monde n'a pas forcément des tremblements, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg et avec laquelle vous dealez. Il y a aussi tous, les symptômes invisibles, donc les symptômes non moteurs qui sont, comme tu le dis, présents. La fatigue, la difficulté de concentration, l'insomnie, le trouble de l'humeur. Est-ce que tu veux, rajouter quelque chose par rapport à ça? oui, oui, avec le traitement qui fonctionnait bien, j'avais beaucoup d'effets secondaires. Comme disaient les médecins, un traitement qui fonctionne bien est assez lourd. Moi, j'avais de la somnolence en journée. C'était un peu comme les narcoleptiques. C'est-à-dire qu'en cas d'inactivité pendant 1 à 2 minutes, si c'était trop calme, je m'endormais, mais presque au volant aussi. Au début, j'ai arrêté de conduire parce que je m'étais déjà endormie 2, 3 fois au volant. Donc, je me suis fait peur. Et il y avait des après-midi au travail, enfin, voilà, quand il y avait un peu moins de bruit, même si j'étais en train de travailler, ben, je m'endormais. Euh, C'était comme des micro-siestes en fait de quoi, d'1 minute, 2 minutes, mais enfin, qui sont pas gérables et c'est difficile quoi. Oui, en plus, tu avais un travail, qui nécessitait d'être en contact avec la clientèle, de faire un peu comment on dit en du multitâche, hein, Oui. donc effectivement, à un moment donné, mais d'ailleurs, il me semble que, tu as entrepris des démarches aussi, hein, pour avoir une reconnaissance,
Alors, en fait, c'est que j'avais entrepris les démarches juste avant le diagnostic de Parkinson. J'avais, à cause du SAFO, j'avais contacté la MDPH, la Maison départementale des handicapés, avec l'accompagnement de mon employeur, pour avoir une aide financière pour acheter du matériel, pour que je puisse mieux travailler, en fait, un rehausseur d'écran. Et en fait, il s'est avéré que le jour où les personnes de la MDPH sont venues à l'agence pour me rencontrer et voir de quoi j'avais besoin, c'était le lendemain de l'annonce du diagnostic de Parkinson. Donc voilà. Et donc bah, ça a été très, très, très facile avec eux. Ils ont tout de suite compris. Ils ont été très, très à l'écoute. Ils m'ont appelé plusieurs fois. J'ai eu la reconnaissance travailleur handicapé. Donc c'est une protection aussi pour l'emploi au cas où. Et j'ai eu du matériel adapté à ma situation. D'accord. Est-ce que tu as fait le choix d'un accompagnement en thérapie complémentaire? Tu nous as dit que tu avais donc là un suivi avec ton médecin traitant, avec ton neurologue et que tu fais de la kiné régulièrement. Est-ce que tu as eu d'autres accompagnements? Non, par choix. Je... Pareil encore, c'est un choix personnel. Je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une aide thérapeutique, psychothérapeutique, mais moi, j'ai pas le temps, en fait, entre guillemets. Parce que depuis la pose du diagnostic, en fait, mon, mon objectif, c'est de courir après le temps, de faire un maximum de choses qui me font plaisir, qui me plaisent. Je me suis mis au bricolage, je disais, de façon un peu intensive, mais j'ai besoin de faire les choses qui me plaisent, j'ai besoin de faire les choses dont j'ai envie, et je sais que entreprendre une thérapie, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des émotions négatives, parce que forcément, on va parler de choses qui font mal, et j'ai pas envie. J'ai pas envie de. J'y arriverai peut-être qu'à un moment j'en aurai besoin, hein. Mais aujourd'hui, non. Pour moi, c'est entre guillemets une perte de temps dans mon horloge à moi, en fait. Je veux continuer à. Tant que je suis capable, avec mes mains, avec mon corps, de faire des choses, de créer, je veux les faire. Et ça me libère l'esprit quand je bricole, et ça me fait du bien, ça motive mes articulations, et puis j'ai de la dopamine gratuite parce que quand je suis confrontée à un problème de construction et que j'y arrive, la satisfaction, voilà. Et hier, quand on parlait en off, tu me disais que pour autant, l'entourage ou les proches pouvaient aider ou être une porte, comment tu avais dit ça? Pouvaient accompagner, peut-être soutenir et offrir une autre porte avec les recherches et que eux, ils sont en capacité de faire et que peut-être les personnes elles-mêmes ne sont pas en capacité. Est-ce que tu veux nous partager ton point par rapport à ça? Ben, dans le sens où quand on est au centre du sujet, comme c'est mon cas, euh, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais moi, comme je l'ai dit, je cours après le temps, je cours après le temps de mes envies, en fait, de ce que je veux faire. Et souvent le soir, je suis épuisée, je tombe de sommeil, même si je dors très peu. Et j'ai pas, je trouve pas le courage ou la volonté d'aller chercher, d'aller chercher peut-être une aide, parce que ça, ça demanderait de l'organisation, des rendez-vous, et je me sens pas capable de suivre quelque chose comme ça. Alors peut-être que oui, l'entourage peut y aider, même si on leur demande déjà beaucoup. Mais quand on est au centre de tout cela, on n'a pas. Enfin moi, en tout cas, parfois,
je sais pas comment m'organiser, je sais pas et tenir des objectifs par exemple. Il me faudrait vraiment un guide. Mais je crois que j'en ai un. Super. Et ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, oui, la maladie s'installe et c'est pas facile, mais par rapport à ce que tu viens de nous partager, bah, c'est aussi des belles choses, en fait, de se dire que, effectivement, quand on est en capacité de dire: «Ben, moi, j'y arrive pas, mais avec ton aide, avec ton soutien et avec ton accompagnement, on va y arriver et on va y arriver ensemble, en fait». Merci. On arrive à la fin, de l'épisode. Il me semble qu'il y avait des conseils que tu voulais donner, à nos auditeurs, que ce soit des personnes qui viennent de recevoir le diagnostic, mais aussi, des conseils, de manière générale. Alors le premier conseil, c'est de ne pas rester en colère, parce que je me doute que pour beaucoup, à la pose du diagnostic, il y a de la colère qui s'installe, qui s'impose. Moi, j'étais en colère au début, parce que tu te dis: «Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi?» voilà. Et et je me souviens d'une petite anecdote. Ça faisait quelques jours que j'avais été diagnostiquée, que quelques semaines peut-être, et je me suis retrouvée devant la télé chez moi un après-midi, alors que habituellement je regarde jamais la télé en journée. Et je m'apprêtais à éteindre le téléviseur quand j'entends l'animatrice de l'émission en question qui dit qu'une femme atteinte de la maladie de Parkinson va donner son témoignage. Donc je me dis, tiens, c'est pas le hasard si ma télé est allumée aujourd'hui. Donc j'ai écouté son témoignage, j'ai éteint la télé ensuite, et je me suis dit, waouh, en fait, cette femme avait été diagnostiquée il y a 15 ou 20 ans, je sais plus. Et elle avait, entre guillemets, tout perdu. Son mari, ses enfants, la moitié de ses enfants ne lui parlaient plus, parce qu'elle était toujours dans la colère. Elle avait été en colère à la pose du diagnostic et elle était restée en colère toutes ces années. Elle était... et ça n'avait pas fonctionné avec son mari, s'était séparés parce que... Enfin, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Euh, qu'elle était toujours en colère aujourd'hui, qu'elle comprenait pas, qu'elle n'acceptait pas. Et je me suis dit, waouh, t'as pas le temps d'être en colère. Le diagnostic, il est là. T'as pas le choix. Tu peux être un peu fâché, un peu déçu, mais t'as pas le temps d'être en colère. Il faut que tu avances. Tu sais pas comment ça va évoluer chez toi. J'avais lu qu'il y avait des gens qui avaient 80 ans et qui vivaient avec Parkinson depuis 30 ans. Donc voilà, je me suis dit, ben, vise ça, mais ne sois pas en colère parce que la colère, ça apporte que du négatif et t'as pas le temps. T'as pas le temps d'être dans le négatif. Donc ça, c'est un conseil que je donne, de ne pas être en colère, essayer bah, d'avancer en restant un maximum la personne qu'on est quand on est joyeux et de bonne humeur. Euh, ensuite, autre conseil, euh, je dirais pour l'entourage qui nous soutient, qui nous donne plein d'amour et grâce à qui on avance, éviter parfois d'être un peu trop obséquieux et de nous sous-estimer, de nous dire tu veux que je le fasse, attention, ou laisse, je vais le faire. Quand on voit qu'on peine un peu, ou ça c'est assez frustrant, ou qu'on suppose que tu devrais pas le faire parce que t'es en off et que tu fais quelque chose. Par exemple, je parlais d'un plateau de verre tout à l'heure, je le prendrais pas si je me sentais pas capable de porter un plateau rempli de verre ou de prendre la voiture si je m'en sens pas capable. On est encore responsable, on est encore maître de son esprit, même quand on est en off. Et c'est un peu frustrant et rabaissant de quand on nous dit laisse, je vais le faire. C'est vrai que, ça me fait penser, en fait, à la bienveillance ou même à l'inquiétude ou l'envie de protéger. J'avais ces discussions, il y a quelques jours,
sur la bienveillance. Des fois, on a envie, par amour ou parce que, on a l'impression que la personne n'est pas capable de faire à sa place et en fait, finalement, quand tu fais à la place de la personne, est-ce que c'est pas non plus lui enlever un certain pouvoir? Alors que quand tu es là pour l'accompagner et la guider, c'est aussi dire: «Je t'accompagne, je te guide parce que je sais que tu es capable, parce que je crois en ton pouvoir et en ta capacité de faire les choses. Si tu as besoin, je suis là, on marche le même chemin, main dans la main, mais je ne fais pas, les choses à ta place» et ouais, ça me fait penser à ça, ce que tu dis et puis, peut-être, l'importance aussi, de vous montrer, que, bah, oui, on voit que vous êtes autonome et que, vous êtes pas c'est pas parce que vous allez moins vite ou que vous faites différemment que vous n'êtes pas capable. Oui, puis pour nous, en tant que malade, on sait on est diminué sur certaines choses. Donc on nous impose cette réalité. Parfois, c'est, parfois, oui, je fais la fière. Genre, oui, je suis au ralenti, mais je marche bien quand même, quoi. Mais oui, se sentir diminué. Après, on le sait hein, que c'est fait par amour, mais parfois, on est, surtout avec les proches, les plus proches, on est on est moins patient et on se vexe tout de suite, quoi. Donc, Ouais et si tu me le permets, ça me fait penser aussi et c'est vrai, quand c'est avec nos proches, et on peut même voir ça dans une relation de couple, en fait, parfois, plutôt que de vraiment partager notre vulnérabilité ou partager nos besoins, eh bien, en fait, on va partager notre frustration. Plutôt que de dire simplement: «Je sais, en fait, je sais que tu le fais pour m'aider, mais tu sais, je suis capable, je m'en sens capable et si je ne m'en sentais pas sentirais pas capable, je te demanderais». Eh ben, on va, comme tu dis, re partager notre frustration et notre colère et dire, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout avec nos proches, de prendre un peu un pas de recul et de dire: «OK, est-ce que je peux te partager ma vulnérabilité? Je sais que tu fais ça pour moi, mais je suis capable». Mais c'est ça. mm, mm. Ça, ça, on se le dit après dans une discussion de réconciliation quand on s'est fâché. Mais sur le coup, quand on dit laisse, je vais le faire, c'est quoi? Je suis pas capable? C'est ça. C'est, et, euh, et dernier conseil euh, que je pourrais donner, c'est euh, faites ce qui vous fait plaisir, vraiment, parce que ça apporte beaucoup de... Enfin, moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de joie de faire ce que j'aime, en l'occurrence le bricolage. Par contre, essayez de faire attention, parce que moi, c'était un peu trop intensif, et ça a pris beaucoup de place. Mais quand on se lève le matin, qu'on sait qu'on a la maladie qu'on a, mais qu'on peut faire les choses qui nous plaisent, ça rend nos journées vraiment plus agréables. Et d'ailleurs, ça fait, à plusieurs reprises, en fait, que j'ai envie de te poser la question. Alors c'est vrai que le sujet, c'est l'annonce du diagnostic, mais c'est pas grave, on est là pour partager. Est-ce que tu as envie de nous partager, bah, ce que tu as réussi à construire avec, tu parles de bricolage, mais bon, moi, je le sais, c'est quand même plus que du bricolage. Tu as construit des meubles, tu as refait plein de choses. Est-ce que tu as envie de nous partager, ce que tu as créé et justement, le boost de dopamine que ça te procure? Depuis le diagnostic, j'ai cette urgence, en fait, ce besoin de créer encore plus, comme si, je sais pas, je voulais laisser quelque chose quand je serais pas là. Donc oui, j'ai commencé à faire des petites choses et j'ai pu faire des meubles, des canapés, des armoires. L'été dernier, j'ai agrandi ma pergola. Bon, je me suis blessée un petit peu parfois aussi. Je suis allée une fois aux urgences. Mais, mais effectivement, quand tu te retrouves confronté, parce que je suis pas menuisière, hein, je suis autodidacte, mais quand tu te retrouves confronté à une difficulté, que tu sais pas comment assembler deux pièces et que tout compte fait, tu trouves, ça libère enfin, de la dopamine gratuite. Moi, je dis c'est ça. C'est, par contre, il faut faire attention parce que moi, j'ai tout,
la médication accentue tes, comment dire, accentue tes besoins et tes envies. Donc je sais qu'il y en a qui cèdent au jeu d'argent. Mon médecin, mon neurologue me le demande souvent, est-ce que vous ne jouez pas au jeu d'argent? Est-ce que vous ne dépensez pas trop? Par contre, il sait que je suis addict au bricolage. Et effectivement, il y a eu une période où si Christophe n'avait pas été là, on aurait pu me retrouver à 4 heures du matin en train de scier du bois dans mon jardin ou dans mon garage. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que la médication fait peu dormir. Enfin, moi, j'ai pas dormi plus de 5 heures par nuit depuis 5 ans. Et parfois, on se réveille très tôt ou se couche très tard. Et on bricole. Moi, je ne peux plus regarder la télé, je ne peux plus me poser sur un canapé. Il faut que j'ai une activité constante. Donc, et c'est le bricolage qui me procure vraiment le plus de plaisir. Chouette. On ne sait pas, peut-être que du coup, nos auditeurs nous partageront l'activité qui leur procure du plaisir dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de les lire. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton engagement. Je sais que tu as mis beaucoup de temps et ton cœur dans la préparation de cet épisode. Je demande également peut-être une petite indulgence, moi aussi, à nos auditeurs. C'est ma première interview, donc elle ne sera peut-être pas parfaite, mais en tout cas, elle est spontanée, elle est intime et authentique, et c'est aussi la mission de ce podcast d'avoir des discussions intimes et authentiques. Merci à toi pour ton investissement, ton implication. Et je sais que tu vas accompagner beaucoup de personnes, moi la première, mais je sais que tu auras une implication entière comme tu l'es. Et je te souhaite longue vie à ton parcours, à ton podcast, à tout ce que tu vas entreprendre. Et je te remercie 1000 fois. Et si vous avez envie de poursuivre la discussion, eh bien, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur mon canal privé Telegram qui s'appelle MVAP au naturel, la communauté du podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je te remercie encore, Véronique, et je te souhaite également une belle journée. Merci pour votre présence et votre écoute. Vous pensez que cet épisode peut faire du bien ou être utile à une personne ? Je vous invite à le lui partager. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. Si vous aimez mon podcast, dites-le moi avec 5 étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à le faire découvrir à d'autres personnes et pour vous remercier, je mettrai à l'honneur un de vos commentaires à chaque début d'épisode. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et mes réseaux sociaux en recherchant Mieux vivre avec Parkinson au naturel. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.